Balado, émission numéro 52. Finalement, ça fonctionne. Motadine, ça a été une dure journée. Pas mal intense et tout ça. Et je dois dire que le fait d'essayer de faire configurer ça dans Facebook aujourd'hui, c'est rendu un petit peu plus compliqué. Ça fonctionnait plus ou moins bien, là, mais là, finalement, on est en onde. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Bonjour à mon frère Sylvain. Comment est-ce qu'il va, Sylvain? Il va très bien, ton frère Sylvain et mon frère Franco. Comme Oui. d'habitude, il est toujours en pleine forme. Good, good, good. Excellent. Comment s'est passé ton dernier mois et peut-être et demi à peu près de ça? Puis ça fait quand même un certain temps qu'on n'était pas revenu sur les ondes. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon avec toi, mon frère? Ben moi, c'était un mois très occupé puisque dans mon travail, il y avait une fin de cycle. Là. Alors, il y avait beaucoup de formations à donner en ligne et tout ça. Alors, j'ai été très occupé. Ah ouais, une fin de cycle. Fin de cycle. Ça veut dire quoi, c'est un fin de cycle au juste? Bien, les professionnels ici au Québec, ils doivent accumuler un certain nombre d'UFC, donc des unités OK. de formation continue, et ils doivent suivre des formations parmi ceux j'offre dans mon entreprise. OK. Alors, eh bien, à l'habitude, ces professionnels-là se lancent à la dernière minute pour solliciter des formations, et c'est ce qui fait que je suis très occupé. Ah, bon, ben, tant mieux. Au moins, justement, ça ramène un peu en fait, Comme disent nos cousins français, de l'oseille au moulin. c'est ça, je m'allais dire, c'est ça. De l'eau, moi, je m'allais dire de l'eau au moulin, mais ouais, exactement. C'est excellent, ça. Donc, grand merci, Sylvain, d'être là. Claudia, bon, elle était là à l'heure des milléniaux, c'est ça? C'est ce que j'ai C'est ça, oui, compris? il va Ouais. arriver en retard. Ouais, c'est ça. Hein? Bon, excellent. Ben, merci, mon frère. On a notre membre Patreon et frère aussi, Sean. Comment est-ce qu'il va, Sean, avec un micro professionnel, Hey, là? Hey, si je me sens comme un vrai professionnel. Je me hein. suis commandé ça sur Amazon, puis Bon, il t'a dit pour l'événement, je vais bien m'équiper. Là. Il me manque un petit stock, peut-être des écouteurs, mais ouais. j'espère que vous m'entendez bien. Là. J'ai un message à transmettre. On va voir à quel point que ce micro-là a de la force. Bon, mais écoute, on va te laisser le micro. Si tu veux faire ton message tout de suite, nous autres, on va fermer nos caméras, puis vas-y, on te donne Non, les mais j'aurais ondes. besoin de votre aide un Ah peu. ouais, Là. ok, c'est bon, c'est bon. Tu vois, Bon, ben. Franco, notre frère Sean est tellement intense que si tu fais un party d'épluchettes de blé d'Inde, tu l'invites, il va fournir les blé d'Inde, puis il va même acheter la chaudière pour faire les maïs. Tu vois, tu l'invites à l'émission de radio, puis il achète un micro juste pour l'émission. Tu Ben vois, oui, ouais, pourquoi ben, pas? Pourquoi pas? ben, moi, j'ai l'impression qu'il veut aussi se réinviter. Moi, je pense que c'est ça aussi Ah, qui ben, vient je vais avec. Là. t'avouer que des fois, si j'ai des idées, là, je vais essayer de faire de mon mieux, là, mais je n'irai pas ça, je te dirais pas non, Franco. Ah, je le savais, je le savais. Ouais. Allô aussi à tout le monde présentement dans le chat Facebook. Donc, on a Ronan qui est là, qui dit content de vous revoir. Fait que content aussi, mon cher ami, membre Patreon aussi. On a Pierre qui est là aussi, Michael qui est là et Dominique. Donc, un grand bonjour à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, là, malgré des temps quand même qui sont un peu difficiles, un peu aussi très occupés, je pense, pour un peu tout le monde. Si on va dans les nouvelles, en fait, nous, du côté en fait du Québec, pour ce qui est de la maçonnerie, ce que j'ai compris, c'est toujours juste la Grande Loge Annie du Canada, en fait, qui est ouvert. En fait, ben, toutes les notre temple à Montréal est toujours ouvert parce que nous, on est considéré quand même comme un lieu de culte, donc on peut quand même accueillir certaines personnes. On a une limite de 25 Faut dire, personnes par tenue. faut dire notre frère Franco qu'on a fait rédiger une déclaration de principe stipulant que nous sommes un lieu de culte. Oui, 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 mais je veux dire, tout ça est légal, tout ça a été fait entériner là, par des avocats et tout ça. Puis justement, bon, ben, ça fait en sorte qu'il y a quand même quelques obédiences, dont le Grand Orient du Québec, je pense la Grande Loge Mixte du Québec aussi, qui fait partie là, de notre temple, en fait, qui loue notre temple et tout ça. Et donc, il y a quand même certaines obédiences, mais encore une fois, la Grande Loge du Québec qui n'est pas rouvert. La Grande Loge souveraine canadienne de Memphis, Misram aussi n'est pas ouvert. Je pense que le droit humain aussi ne pratique pas présentement. Donc, il y a quand même plusieurs autres obédiences là, qui sont un peu sur le carreau. Bon, on pourrait dire peut-être qui vont faire des tenues, mais non officielles sur Zoom. Donc, on a au moins cette opportunité-là. Puis, je dois avouer que
j'ai l'impression que les frères et sœurs sont un peu plus extrêmes ces temps-ci, en voulant dire qu'ils veulent, vu que les seules opportunités qu'on a présentement au Québec de se rencontrer, c'est durant les week-ends. Donc, à tous les week-ends, il y a littéralement des loges qui prennent place dans notre temple. Et on est souvent, en tout cas, toi et moi, Sylvain, on est souvent impliqués dans ces loges-là. Et je dois avouer que pour une des rares fois, je commence à être un peu fatigué, épuisé de tout ça, de faire beaucoup de maçonnerie. Mais c'est surtout aussi que c'est la maçonnerie durant les week-ends, parce que nous, au Québec, on a encore un couvre-feu, en fait. Donc, au Québec, là, nous, notre couvre-feu, c'est à partir maintenant de 21h. Quoi qu'il y ait certaines régions au Québec encore, je crois que c'est à 20h. Mais à Montréal, puis en fait, la région de Montréal, c'est 21h30. Et justement, ben, à cause de cela, ça fait en sorte que les loges se rencontrent les week-ends. Donc, moi, personnellement, mais j'ai plus de vie. Là, je travaille le matin. Je travaille à peu près entre 7 à 8 heures le matin jusqu'à des fois 6-7 heures le soir, des fois 8 heures, 9 heures aussi. Puis par après, ben, vous me reposer, mais il faut que j'aille en loge. Donc, éventuellement, je vais prendre des petites vacances là, qui vont venir. Là. C'est sûr que le mois de juin, je vais essayer de faire ça plus tranquille. Ou sinon, ben, s'il y a des tenues par Internet durant la semaine, je vais peut-être faire ça au lieu de prendre les week-ends, mais je vais essayer de me concentrer. Notre frère Franco est tellement épuisé. Là. Il a dû s'acheter un spa. Oui, un jacuzzi, justement, pour me mettre dans l'eau. Donc, justement, ça aussi, c'est un autre projet que je dois terminer. D'ailleurs, que je croyais que tu serais là aujourd'hui, mais finalement, tu n'étais pas là. Il reste encore des étapes à terminer. Donc, même après l'émission, je vais prendre le temps aujourd'hui de relaxer puis de voir qu'est-ce qui reste à réparer sur le jacuzzi. Puis, je pourrais éventuellement inviter certaines personnes pour passer du temps dans l'eau. Donc, mais quand sous le bandeau dans le jacuzzi? Ah, écoute, avec des invités. Ben ça, c'est une fois que les restrictions sanitaires nous le permettent. Là. Quoique la loi au Québec nous dit que un studio d'enregistrement, on peut accueillir des gens. Donc, tant qu'ils ont 2 mètres de distance. Donc, en théorie, si on considère le jacuzzi comme un studio d'enregistrement, puis qu'on réussit à mettre des micros avec des perches par-dessus, puis qu'on ait des invités à chacun des coins du jacuzzi, techniquement, je crois qu'on devrait être approprié pour faire une émission de radio. Le problème, c'est qu'on va entendre beaucoup plus, je crois, l'eau que nous autres parler. Mais ça serait un concept absolument intéressant puis unique aussi dans le monde. Même du côté du podcast, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui aura fait ça, une émission en direct du jacuzzi. Donc, moi, je pense que c'est... C'est le genre de projet que j'aime, ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Au sens de la loi, mon frère, tu risques de te retrouver dans l'eau chaude. Peut-être, c'est ça. Mais tu sais, comme si on est capable de justifier à la loi que le jacuzzi en tant que tel, c'est un studio d'enregistrement, peut-être, tu sais, mais c'est ça. Je dirais pas plus. Mais non, mais une fois que les restrictions vont être relevées, vont être levées, en fait, c'est sûr et certain que vous serez tous invités. Sinon, ben, c'est pas mal juste ma famille chez moi, où les gens, des fois, je rencontre des gens seuls, parce qu'on a le droit au Québec là, que des gens seuls viennent à la maison. Mais c'est tout. Mais pour le moment, là, je pense que c'est pas mal moi tout seul avec le spa. Et on va voir si je suis capable de le faire fonctionner. Puis il reste quelques petites réparations à faire dessus. Mais sinon, c'est ça un peu qui m'occupe aussi. Puis la maçonnerie, ben, comme je disais, la maçonnerie au Québec, elle va quand même bien. C'est juste que tout le monde a hâte d'être capable, d'être en fait en mesure de pouvoir se rencontrer durant les soirs de semaine. Là. Bon, on peut le voir là, que ça devient de plus en plus difficile là, de participer les week-ends. Mais bon, on réussit quand même à survivre. Je me demande quand même qu'est-ce qui se passe du côté de l'Europe. En Europe, je crois qu'en France, ils ont recommencé à se rencontrer. Je ne sais pas pour notre frère Ronan, en fait, que lui qui est en Angleterre, peut-être qu'il y a aussi une autre nouvelle pour nous, là, voir si eux, ils commencent à être déconfinés, s'ils peuvent se rencontrer quand même en loge. Mais nous, c'est ça se fait comme ça un peu tranquillement. Puis tu as Michael qui dit si ton jacuzzi est un lieu de culte, c'est 25. Donc, il faudrait voir avec l'avocat. On peut-tu considérer que le jacuzzi, c'est un lieu de culte? Donc, 25, ça va être rendu dans le jacuzzi intime. La franc-maçonnerie intime dans le jacuzzi. Je pense qu'à ce point-là, dans le mot culte, il va falloir enlever le T. C'est ça.
Non, mais il Ouais. faudrait d'autres concepts de même. Tu sais, la franc-maçonnerie dans le jacuzzi ou comme moi à côté du fumoir ou C'est ben non, ça. tu sais, là, des affaires de même. Là, Ouais, ouais, ouais. Ben, justement, puis tantôt, tu parlais des projets d'été. Là. À ce que j'ai compris, tu vas te partir aussi un fumoir. Moi aussi, ça fait partie de mes projets éventuellement. Donc, l'été arrive, on commence à regarnir les petits projets qu'on peut faire dans le jardin et tout ça. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, le premier de nous deux là, qui va partir son fumoir, il va falloir qu'on s'organise une comparaison de recettes, là, puis voir ce qu'on va faire. Parce que moi, la première chose que je veux faire, c'est aussi ma viande fumée, donc mon smoke meat, là, Oui. de refaire ça, mais vraiment du côté du fumoir. Donc, tout plein de beaux projets, tout plein de beaux projets. Puis là-dessus, bon, il y a eu quand même pas mal de nouvelles là, qui sont passées dans le monde maçonnique dernièrement. Peut-être celle que je pourrais survoler vite vite, parce que j'en ai entendu pour dire parler, j'ai pas les détails, là, mais je pense qu'il y a eu un groupe. Je me souviens bien de néo-nazis qui a voulu attaquer puis faire des assassinats envers des francs-maçons en Europe. Je ne sais pas c'est où exactement, mais j'ai entendu parler de ça. Sinon, il y a eu aussi une autre situation limite en Colombie qui a affecté aussi plusieurs autres maçons, des gens un petit peu plus extrémistes qui ont voulu s'attaquer à une grande loge. Mais j'ai pas toutes les informations malheureusement. Mais c'est plate de voir ça encore aujourd'hui. C'est plate de voir que il y a des groupes qui vont vouloir associer tout ce qui se passe présentement dans le monde aux francs-maçons, quand en réalité les francs-maçons sont autant je veux pas nécessairement dire le mot victime, mais ils font quand même, on fait partie de la population, on vit les mêmes problèmes que tout le monde, puis on essaie tout ensemble quand même d'essayer de trouver une solution à tout ça. Fait que c'est plate de voir ça un peu partout dans le monde, des gens qui continuent à vouloir s'acharner sur le Et, mouvement puis sur ces individus-là aussi. Vas-y, Franco, Sylvain. on peut dire que toi, ça t'arrive souvent aussi, là, mais moi, il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils savent que je suis maçon et là, ils pensent que moi, je détiens des nouvelles de grandes primeurs. Ouais, Je c'est leur ça. dis non, non, on est au même point que vous, là, on sait absolument rien, on n'a rien à faire dans ça. Ouais. Ben, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, de plus en plus, tu sais, je suis juste un apprenti encore, mais tu sais, j'envoie des fois sur Internet des choses. Puis mon père, des fois, il m'envoie des liens d'affaires de conspiration, puis tout. Puis je disais des affaires sur les apprentis. Je me disais, mon Dieu, j'ai pas été transformé en extraterrestre ou quoi que ce soit. Là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que c'est. Ouais. Je trouve ton émission, Franco, en tout cas, ça apporte pas mal de lumière par rapport à ce que c'est là, réellement la maçonnerie. Là. C'est vraiment du travail sur soi-même. Là. Mais il y a toujours des gens qui veulent voir ce qu'ils veulent voir réellement. Puis, comment je pourrais bien dire ça? Ils vont commettre malheureusement des actes de violence criminels. Comme qu'on a vu, je pense aussi t'en parlais, il y a eu à Vancouver, c'est-tu 3 loges qui Ouais, ont été mises à feu? C'est ça? oui, t'as raison aussi. À Vancouver, je pense qu'on l'avait couvert le mois passé, ou sinon, j'ai pas eu le temps d'en parler durant l'émission, mais le mois passé, il y a eu des temples à Vancouver qui ont été mis. En fait, il y a des gens qui ont foutu le feu littéralement dedans, donc qui ont passé au feu. Je pense même à Saskatchewan aussi, il y a eu des gens qui ont attaqué certains temples maçonniques aussi. On voit beaucoup une grosse, justement, un mouvement là, anti-maçonnique qui se passe là, présentement, puis c'est un peu inquiétant de voir ça, surtout en 2021. De voir ça. Euh, donc, ouais, c'est triste de voir ça. Puis, tu sais, Sylvain, tu parlais, tu sais, que les gens, tu sais, des fois, ils vont nous approcher et dire, ah, toi, tu dois le savoir, ces affaires-là, tout ça, tu sais. Puis, le problème, c'est que il y a vraiment des groupes qui continuent quand même à vouloir se prétendre être francs-maçons puis dire qu'on est Illuminati puis qu'on fait ci puis qu'on fait ça. Puis la preuve, même à tous les jours, là, littéralement à tous les jours, je reçois des demandes sur nos forums maçonniques. D'ailleurs, là, si vous voulez participer là, à notre forum profane, là, mais qui parle uniquement là, des nouvelles maçonniques, puis surtout au Québec, là, vous pouvez joindre le groupe qui s'appelle la franc-maçonnerie au Québec. On est à peu près 300-400 personnes là, qui sont dans ce groupe-là. Puis on va partager toutes sortes de nouvelles là, qui sont reliées avec la franc-maçonnerie. Des fois, il y a des obédiences qui vont se présenter, qui vont présenter aussi certains sujets, tout ça. Donc, si vous pouvez avoir une certaine idée de qu'est-ce qu'on fait en maçonnerie, puis peut-être même au Québec. Mais il y a des fois, je reçois des demandes, moi, d'adhésion
des gens, puis je refuse. Là. Encore une fois, aujourd'hui, il y a une fille qui se disait, moi, elle dit, je suis franc-maçon, Illuminati, satanique, puis là, elle n'arrêtait plus, là, elle mettait tous ses titres, là. Puis là, elle voulait absolument se faire joindre au groupe, là, tu sais. Puis à chaque fois, je la bannissais, tout ça. Puis le problème, c'est ça, c'est qu'il y a encore plein de gens qui se prétendent être francs-maçons, qui font des choses qui ne sont pas nécessairement correctes. Puis j'en ai vu même tout récemment dans des groupes. Il y a des gens qui ont voulu, ces temps-ci, m'approcher pour rejoindre un rite qui est intéressant, qui est le rite de Memphis Misraïm. Puis quand on lit et qu'on comprend l'essence de ce rite-là, c'est beaucoup plus mystique, beaucoup plus ésotérique que qu'est-ce qu'on peut voir peut-être au rite français, le rite d'émulation et tout ça. T'sais. Et juste à cette base-là, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, quand qu'on voit les travaux, même, tu sais, ces temps-ci, on n'a pas de travaux, fait qu'on peut pas nécessairement voir ça, mais de voir les discussions de ces gens-là dans le groupe qui m'avait approché, là, je dis pas que tout Memphis Misraïm est comme ça, là. Loin de là, je sais qu'il y a des gens là, qui sont extrêmement à l'écart puis qui font les travaux là, d'une manière sensationnelle. Mais ce groupe-là, puis je lisais les discussions, puis la symbolique, puis tout ça, puis les intentions de pouvoir que ces gens-là voulaient avoir sur les autres gens, je me suis dit, malheureusement, ils se prétendent être maçons, puis en réalité, ils n'ont rien compris de la maçonnerie, ils n'ont pas compris c'est quoi le processus, tu sais. Mais on a encore des gens comme ça aujourd'hui, fait que je peux comprendre pourquoi que certaines personnes ont une vision comme ça de la maçonnerie, parce qu'il y a encore des gens qui essaie de propager ce message-là. Puis ça revient encore à la base de vouloir regarder quand on veut joindre une obédience, la chose la plus importante, c'est de s'informer sur les origines de cette obédience-là, ça fait combien de temps qu'elle existe, puis c'est quoi les reconnaissances puis les lettres patentes qu'ils ont. Si une obédience, tu sais, vous vous approchez d'une obédience, puis cette obédience-là ne dit qu'elle n'a aucune reconnaissance, ou que sinon, qu'elle n'a, en fait, l'aspect le plus important, c'est qu'elle n'a aucune lettre patente. Si vous rencontrez une obédience qui dit, nous, on a créé nos propres lettres patentes, ben sauvez-vous. C'est pas le bon endroit. Faites vraiment attention. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. Puis l'Internet n'aide pas aussi. Parce que tout le monde sur Internet peut se prétendre d'être une loge reconnue internationalement, maçonnique et tout ça. Faut vraiment faire attention. Et malheureusement, avec ce mouvement-là, ça ne me surprend pas qu'on voit encore des messages d'haine des gens. Mais je pense que l'émission Sous le bandeau, c'est justement un véhicule pour montrer qu'est-ce qu'il y en est vraiment versus qu'est-ce qui est véhiculé aussi un peu partout dans les médias ou peut-être même sur Internet. Donc c'est ça. Donc, c'est un peu ça pour les nouvelles aujourd'hui. Mon frère Sean, en tant que membre Patreon, tu as en fait le privilège, je dirais le privilège d'être, vu que tu es notre patron, en fait que tu as le droit de nous apporter des sujets et nous, on rajoute ça à notre horaire puis on se dit, OK, c'est bon, on va faire un sujet avec toi. Et d'ailleurs, ceux qui veulent devenir membre Patreon, vous allez sur patreon.com/sous le bandeau. Vous avez 3 forfaits, le forfait à 3$, 5$ et 7$. Et justement, en étant comme prérogative, en fait, comme membre Patreon, tu peux venir nous demander de parler de certains sujets. Et ce sujet-là, pour moi, c'est absolument sensationnel, qui est de l'importance de faire ces planches en franc-maçonnerie. Puis peut-être aussi de parler un peu en général de la symbolique, peut-être de la planche, qu'est-ce que ça l'apporte. Mais je vais te laisser, Sean, débuter, puis de nous faire une présentation sur qu'est-ce que tu voudrais qu'on discute aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est venu parce que, évidemment, avec les loges d'instruction, puis on nous demande souvent, quand tu rentres en franc-maçonnerie, de faire des planches. Puis, tu sais, je me posais vraiment la question, mais ça sert à quoi de faire une planche? Tu sais, t'écris, puis tu donnes ton opinion. Ça fait que j'ai commencé à rôder l'idée, puis tu sais, puis à un moment donné, j'arrivais pas à trouver la réponse. Fait que tu sais, des fois, c'est un petit peu comme quand tu cherches tes clés de char. Tu sais, arrête de chercher tes clés de char, puis à un moment donné, tout d'un coup, ils vont apparaître. Fait que c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Je suis sorti chez nous, puis j'ai commencé à faire autre chose. Puis on dirait que l'idée est comme venue par elle-même en, en me peignant le matin. Puis tu sais, quand tu te peignes, tu regardes ta propre réflexion de toi-même dans le miroir. Tu veux bien te placer. Tu as un cheveu de travers, ta barbe n'est pas faite. Fait que tu as fait, tu as travaillé un peu. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, je crois, quand tu fais une planche. Tu essaies de travailler plus à l'intérieur de toi-même parce que tu écris, puis tu viens, on dit, c'est une réflexion que tu fais, la planche. Ouais. Tu viens écrire ce que tu penses. Puis en écrivant, tu fais une écriture. Donc, tu peux écrire ce que tu veux. Puis après ça, tu peux te relire. Puis tu peux dire, il me semble qu'il y a des choses là-dedans que je trouve qui n'ont pas d'allure ce que j'ai écrit.
il y a des choses qui me semble que je devrais creuser un petit peu plus. Ou ben non, retravailler. Fait que ça te permet un peu, comme quand tu regardes ta réflexion dans le miroir, ben, d'aller un peu changer tes opinions ou creuser, voir est-ce que ce que j'ai écrit, ça a de l'allure? Est-ce que ça fait du sens? Puis c'est là que la recherche vient, puis des fois, tu vas parler aux autres de ton sujet, puis en là, c'est ça qui est le fun, parce que des fois, tu as des questionnements. Ben non, juste des fois, souvent, c'est de 20, j'avais des questionnements par rapport à la franc-maçonnerie. Puis je l'appelais, puis pour justement aller travailler ça. Ouais. Puis moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ça que ça apporte la planche, c'est que ça te permet de travailler sur toi-même. Puis c'est un petit peu le but de la maçonnerie. Tu sais, on vient en maçonnerie pour tailler notre propre pierre. Ouais. Puis je trouve que c'est le meilleur outil à date que j'ai pu trouver pour essayer un peu de changer mes façons de penser. Puis c'est pas mal ça, je trouve, que la planche permet de faire. Ah, mais là, je dois te reprendre, mon frère, parce qu'il y a un deuxième outil qui vient, qui s'appelle le téléphone. Mais en 1717, il n'y en avait pas de téléphone, mais on faisait des planches, par exemple. Après, il y avait l'ancêtre du courriel, c'était le pigeon voyageur. mais toi, Sylvain, parle-nous donc un peu de ta définition de qu'est-ce qui est une planche en premier, puis qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, toi, cette planche-là? Il y a tout récemment, j'ai relu des planches que j'ai écrites lorsque j'étais apprenti. Il faut dire que moi, j'étais quelqu'un de très intense. Alors, j'ai été 2 ans apprenti. Dans ces 2 ans-là, j'ai écrit 12 planches. Ouais. Et quand je relis aujourd'hui, je vois que c'était plus un déluge de mots dans une constipation d'idées. Et finalement, en montant au grade de compagnon, puis ensuite en passant au grade de maître, je me suis beaucoup peaufiné. Et quand je regarde aujourd'hui la qualité des planches que j'écris versus qu'est-ce que j'écrivais au moment où j'étais apprenti, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre mes tripes sur la table, à partager qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois. Et bien important, sans dire que je détiens la vérité. Parce que j'ai remarqué que pour moi, en tout cas, dans ce temps-là, j'avais tendance à dire, ah ben voici, ça c'est la vérité. Alors j'ai dû me corriger de ça à travers mes planches et ça a porté fruit. J'ai appris à mieux pratiquer le silence puis à plus écouter que parler. Mais c'est pas toujours le cas. Quand je suis à la radio, des fois, je parle beaucoup. Des fois, quand on donne des conférences, je parle beaucoup. C'est sûr, je suis un conférencier. Mais je tente de maîtriser encore cette passion inassouvie. Ouais. Ben, des fois, c'est ça que ça donne. Hein? Les planches, moi, c'est comme ça sort tout. On dirait que ça se vomit tout, puis tout le moton sort, puis t'écris. Puis là, à un moment donné, t'écartes les motons, comme on dit, puis il y a des affaires qui ont du sens, puis c'est là que tu peux aller chercher plus loin. T'sais, on dirait que moi, tout au début, même encore, des fois, j'écris une planche, puis ça sort, puis il y a du jus, il y a du jus, il y a du jus. Mais en fait, tu écris des pages, des pages et des pages pour finalement te rendre compte que hey, j'aurais pu résumer ça en 2-3 lignes. Là. Fait que le fait de tailler sa pierre, le fait d'écrire sur des planches, on dirait que c'est comme tu dis, ça permet de rétrécir pour amener juste à une idée probablement des fois qui est très, très simple et qui se dit en quelques mots. Mais des fois, on dirait, c'est peut-être les débuts, tu as beaucoup de choses à dire, c'est que tu le mets. Si je comprends bien, je traduis tes propos pour nos frères et nos cousins français. Alors, tu régurgites un tas de cailloux et à travers le tas de cailloux, tu cherches les pierres précieuses pour ensuite nous les partager, c'est ça? Exact, exactement. À la place d'amener du poison, tu amènes un remède. Ouais. Non, mais c'est que faut aussi... en fait, il y a plusieurs types de planches qu'il faut considérer également parce que moi, quand j'ai au début de ma carrière comme maître maçon, j'ai commencé à prendre certains postes. Puis quand que j'ai commencé à prendre les postes de deuxième puis de premier surveillant, il y a quelques années de ça, les planches que je demandais aux apprentis puis aux compagnons, c'était des planches. La première planche, ben, c'est toujours le retour sur l'initiation, l'élévation ou plus encore. Là, je ne donnerai pas les autres termes, là, mais c'est un retour. Donc, le but premier, c'est que tu nous expliques ton expérience, ton ressenti sur qu'est-ce que tu as vécu, en fait. T'sais. La deuxième planche, bon, chez nous, c'est toujours sur un outil spécifique, là, et la troisième planche, c'est sur un sujet qui est relié avec la maçonnerie, ou ça peut être une planche de passage. Donc, si c'est une planche de passage, ben là, c'est un autre sujet plus spécifique, puis à partir de ce moment-là, ben, la personne va approfondir. Sauf que dans toutes ces conditions-là, pour moi, l'aspect qui était le plus important, c'était
l'expérience. Parce que, comme tu dis, quand la personne va vomir tous ces mots dans son texte, ben, le but, moi en premier, c'est de comprendre comment que la personne elle a assimilé ce symbole-là dans sa vie, puis comment qu'elle vit finalement. T'sais. Si la personne, elle est pour me répéter mot à mot ce qu'il y a dans les livres, j'ai pas besoin. Moi, j'ai une collection de livres, puis au Temple maçonnique, il y a au-dessus de 450 livres. Je veux dire, si j'ai besoin d'apprendre sur le sujet, je vais prendre un livre, puis je vais le lire. Moi, je veux comprendre comment que le maçon l'a intégré, l'a assimilé, puis l'a vécu. T'sais. Pour moi, c'est ultra important parce que un symbole, c'est un symbole. Je veux dire, il y a une définition X, mais peut-être pour toi que, je sais pas, moi, la pierre brute, ben, ça veut dire une chose totalement différente de qu'est-ce que moi, ça en est d'une pierre brute. Là, ou si tu me répètes qu'est-ce qu'il y a dans le livre, ben, c'est bien beau, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a défini ça. Ça ne veut pas dire que c'est ton expérience à toi. T'sais. Fait que pour moi, il y a ce type de planche-là. Puis par après, il y a d'autres types de planches. Il peut y avoir des planches sur le côté sociétal. Il peut y avoir des planches sur le côté philosophique que là, on peut approfondir d'autres aspects, peut-être de la maçonnerie ou d'un sujet X. Là, mais Et même aussi des planches spontanées. Puis il y a aussi exactement des planches spontanées. Moi, en tenue, quand j'étais vénérable maître, il y a maintenant plus de 2 ans de ça, là, mais avant ça, durant mon mandat de vénérable maître, pendant 3 ans, ça arrivait souvent que je décidais pour une tenue, on va faire une planche spontanée. Donc, on partait sur un sujet, disons la pierre brute ou la pierre cubique, peu importe, là, puis on disait, bon, ben, moi, je vais commencer. Donc là, je dis, voici qu'est-ce que moi, ça me fait refléter. Puis là, tu avais plein de frères et sœurs qui commençaient à contribuer à ce sujet-là, puis on créer une planche en réalité. T'sais. Puis c'est une planche spontanée, collective. Puis à la fin, ben, le secrétaire était capable d'écrivait un bon résumé de ce qu'on avait parlé. Puis on a juste allé avec notre ressenti, on s'est dit, voici qu'est-ce que ça nous fait penser. Puis à partir de ce moment-là, la magie de ça, c'est que ta perception a probablement changé ma perception sur le même outil. T'sais. Puis là, entre nos deux vérités, ben, en plein milieu, il y a une nouvelle vérité qui est là. T'sais. Parce que j'ai contacté des choses peut-être que j'aurais jamais contactées par moi-même. Fait que c'est ça la magie puis la beauté finalement des planches spontanées. T'sais. Fait que c'est comme ça dans tout le processus maçonnique. Là, Sylvain, il a dit tantôt qu'il en a fait 12 côté apprenti. Notre auditeur Talmer dans le chat, il est un peu découragé de voir le chiffre 12, là, en fait. Là, tu vas voir sa face, ça, c'est quand même très drôle. Mais par après, si tu compares du 12 à l'apprenti jusqu'au degré, sans révéler le degré, c'est pas ma job à faire ça, mais jusqu'au degré que tu es rendu aujourd'hui, est-ce que tu as gardé la même cadence à chacun des degrés ou tu es quand même assagi avec le temps? Juste assagi, comme je disais au tout départ, j'étais tellement passionné que j'écrivais un paquet de planches. Ensuite, j'ai dû creuser des cachots pour pouvoir enfermer mes vis dedans. Ouais. Donc, cette passion-là aussi, de pouvoir m'exprimer comme ça. Puis, je te dirais que par la suite, il y a au grade de maître où j'ai écrit plusieurs planches. J'en ai écrit aussi comme vénérable, surtout sur le comportement d'un maçon en loge. Puis, par la suite, dans les hauts grades, oui, j'ai écrit plusieurs planches. Si je cumule le total des planches depuis le début de mon processus, je dois en avoir au moins proche d'une 50aine. La maçonnerie, c'est comme tomber en amour. Hein? Au début, il y a la passion. Au début, il y a plein d'énergie qui s'en sort. Puis à un moment donné, il y a un assagissement. Puis là, avec une fille, ben, tu décides, est-ce que, je donne un exemple, tu bâtis une famille ou c'est juste un amour passager ou quoi que ce soit. Puis, si tu décides, admettons, de vivre à long terme avec cette fille-là, ben, ça vient plus tard. C'est comme ça monte tranquillement. La passion, il y en a encore, mais c'est des hauts et des bas. Puis, je pense que la maçonnerie, c'est un petit peu la même chose. Au début, Moutou, écoute, quand j'étais initié, même au début, avant d'être initié, j'écrivais tout ça partout. Il y avait plein d'affaires. Puis, à un moment donné, ça devient plus calme, puis tu es plus posé. Puis, j'imagine que tu travailles sur ta pierre. Ça fait que quand tu écris un sujet, ben, tu as de l'expérience qui tranquillement s'est bâtie. Ça fait que tu arrives à mieux écrire, des fois, de résumer plus facilement un sujet. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, avec le temps, excuse-moi, j'ai vu Sylvain t'avais parlé, mais je veux juste rajouter ça, c'est que aussi avec le temps, tu vas remarquer que en fait, si tu es capable de faire ça, c'est fantastique. À un moment donné, quand tu vas atteindre un degré plus haut, puis qu'il va falloir que tu retournes dans des degrés plus bas pour écrire,
la perception va être totalement différente. Un moment donné, j'étais allé faire une planche d'équivalence au rite écossais rectifié pour pour avoir accès aux autres degrés supérieurs au RER aussi. Et le fait de me repencher sur des sujets comme des sujets... J'ai fait une planche d'apprenti, une planche de compagnon, puis une planche de maître en étant au RE2A déjà beaucoup plus avancé. Mais je devais quand même recommencer toutes ces étapes-là au RER. Et le fait, justement, quand tu reviens sur des sujets plus basiques, ben, en étant maître et plus, mais c'est là que justement tu vas être capable de repenser à tout ça. Puis si tu es capable, dans ton propre rythme, éventuellement, d'écrire des planches sur des sujets d'apprenti quand ça fait quand même plusieurs années que tu n'es plus apprenti, de voir la perception, comment elle a changé dans toi, tu vas voir aussi ton évolution. T'sais. Ou peut-être même réécrire une planche que tu avais déjà écrite au grade d'apprenti, puis réécris-la au grade de maître sans relire ce que tu avais fait, puis de comparer les deux. Là, tu vas voir toute ton évolution que tu as faite depuis ce temps-là. Sylvain, Ok. qu'est-ce que tu allais dire au juste? Quand il comparait la franc-maçonnerie avec une relation, ce qui est curieux, c'est qu'à un certain moment dans notre parcours maçonnique, on a l'impression qu'on tourne en rond. Tu sais, on a l'impression que il se passe pas grand-chose, c'est long. Coudonc, ça va-tu être comme ça jusqu'au 33e degré, là, puis les tenues, puis les loges, puis tout le temps du pareil au même. Puis jusqu'au moment où, finalement, à travers le rituel, tu découvres un secret. Et là, quand tu découvres le secret, là, ça t'amène à vouloir chercher le trésor. Et là, c'est comme la chasse au trésor qui finit plus de finir. Tu trouves un truc, tu trouves un autre truc, un autre truc. Et là, tout à coup, tout le casse-tête, depuis des années que tu es en maçonnerie, tout se met en place. Et là, tu peux voir enfin le grand œuvre. C'est magnifique. Et là, tu retombes en amour, tu redeviens passionné. Et là, il faut encore plus se contrôler. Ouais. Faut vraiment se contrôler, mais c'est juste que Sylvain le dit tellement bien à chaque fois, c'est que c'est une chasse au trésor, là, littéralement. Là. C'est ça la beauté de la maçonnerie. Puis tout dépend. Puis en plus, une chasse au trésor, tout dépendant du processus que tu vas. Il y a certains qui vont prendre ils vont avoir vraiment un processus initiatique très mystique. D'autres vont avoir un processus plus philosophique, mais peu importe, la maçonnerie va t'apporter dans une direction qui va te permettre de grandir puis de découvrir toutes sortes de choses. Puis la beauté du rite écossais ancien accepté, c'est que justement, c'est un rite qui donne une révélation à la fin, puis que à la fin, tu fasses vraiment comme si c'est ça, tu sais. Puis tu réalises que les 3 premiers degrés de la maçonnerie, quand on dit que tout est inclus dans les 3 premiers degrés, c'est vrai, c'est juste qu'on ne comprend pas. Puis que finalement, à partir du 4e jusqu'au 33e, c'est juste une autre claque. Tu sais, une claque à l'arrière de la tête ou dans le front qui dit non, c'est ça que ça voulait dire, c'est ça que ça voulait dire. À un point que quand j'ai atteint je m'en ai révélé mon degré. Un haut degré. Un haut degré, à un moment donné. Il n'y a pas longtemps, là, on a refait une exaltation à un certain degré dans les hauts grades. Et là, j'ai entendu un texte. Et le lendemain, on avait une initiation au grade de compagnon. Le même segment de texte était là. Mais du jour au lendemain, j'ai littéralement fait comme ah ben, ça perlipopette. Il y a vraiment la lumière à s'allumer. J'ai catché, tu sais. Mais il a fallu que je recontacte ça plus loin pour réaliser que non, tout est là. Tout est là. Tout est là dans les 3 premiers degrés. C'est juste qu'on ne le réalise pas encore nécessairement. Puis, Dans le fond, Franco, là, c'est comme si tu prends un néophyte dans une matière, là, supposons dans le domaine de l'électricité, tu le mets devant un panneau électrique. Là, il va regarder le panneau et il n'aura aucune idée comment l'électricité fonctionne. ouais. Mais après avoir suivi des années de formation, il va comprendre, après, quand il va regarder le panneau, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être tout un choc. C'est un petit peu pareil. Le secret, il est caché dans les 3 premiers rituels, dans les rituels Ouais. d'initiation des 3 premiers degrés, et même dans les rituels de tenue de loge. Mais on ne peut pas le voir parce qu'on ne l'a pas intégré encore. On n'est pas rendu là. Il y a tellement de matière, je trouve. Je vois dans tes yeux, Sean, depuis tantôt, que tu te dis je vais le trouver, mais non, tu ne pourras pas le trouver. C'est au moment où tu seras prêt
que ça va être révélé ou que tu vas le trouver. Et encore là, c'est pas tous les maçons qui vont le trouver. Il y en a, là, on les voit des fois, ça fait 30 ans qu'ils sont en maçonnerie, puis tu te dis, mais ce qu'ils font là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas trouvé. Puis on peut pas les juger, on peut pas les rire d'eux. Et le moment venu, ils vont le trouver. Comme disait Franco, tout part du chercheur lui-même. Hein. Donc, ça dépend de l'effort que tu vas y mettre et de la compréhension et du sérieux de ta démarche. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Puis toi, dans ta démarche, ta petite démarche que tu fais présentement, Sean, qu'est-ce que tu peux nous dire là, que ça t'apporte? Y a-tu d'autres directions? Sans trop, je veux pas qu'on dévoile vraiment les secrets quand même de l'apprenti, là, mais est-ce que dans le cheminement que tu as fait, tu as déjà une direction vers où tu veux aller explorer dans la maçonnerie? Ben, moi, j'aime beaucoup le symbolisme, quand l'interprétation des symboles, puis d'essayer de comprendre d'où ce que ça vient. Puis c'est drôle, tu me poses la question parce que la dernière fois qu'on a une loge d'instruction, j'ai posé la question, je me suis dit, vous autres, le symbole du cœur, on parle tout le temps d'être dans son cœur, tout ça, Ouais. mais le symbole, tu sais que ça vient, puis tout ça. Puis je me suis fait poser la question, ben plutôt, je me suis fait dire, ben toi, trouve-les, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'allume. Des fois, il y a des symboles que tu regardes, des choses, puis des fois, tu vas les voir un peu partout ailleurs, là aussi, là, pas juste dans des loges. Fait que moi, c'est d'essayer de comprendre, j'aime beaucoup comprendre qu'est-ce que ces symboles-là veulent dire. J'aime ça aller creuser, puis tu sais, c'est de se mettre dans la peau des gens, puis là, je suis parti là-dessus, puis à un moment donné, j'ai commencé à creuser sur ce symbole-là, le cœur. Ouais. Puis ils ont réussi à découvrir dans certaines cavernes, tu sais, les fameuses cavernes des hommes de préhistoire, le symbole du cœur. Il existe à certains endroits. Fait que ça veut dire que ça veut pas nécessairement dire que ça avait un lien avec le cœur. Puis moi, à un moment donné, j'ai comme ça m'a allumé beaucoup. Puis c'est là que j'ai commencé à creuser, puis j'ai commandé un livre. Puis il faut que je me sagisse là, parce que j'ai trop de choses je fais en même temps, mais j'essaie de me concentrer. Mais l'interprétation à travers l'histoire des symboles, ça change beaucoup. Ouais. Mais des fois, certains symboles vont dire la même chose. Et je te dirais que dans mon processus maçonnique, en ce moment, c'est beaucoup ça qui m'intéresse, moi. Puis la discussion avec les frères et les sœurs en loge, juste d'avoir écrit ma loge, mon impression d'initiation, puis ensuite de voir les autres, d'écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Des fois, c'est carrément pas la même chose que toi, mais en même temps, ça te permet de couvrir, de voir, il y a des gens, qui vont ressentir les choses différemment. Ouais. Fait que, moi, ça, c'est pas mal là-dessus. Moi, c'est ça qui m'allume à la date en maçonnerie. Moi. Cool. Moi, je me rappellerai tout le temps, à un moment donné, on fait une initiation d'apprenti, tu sais, puis mon frère Sylvain il est là, puis dans certains moments donnés dans le rituel, on doit faire certaines choses, tu sais. Et fait que la chose se passe et tout ça, puis la personne en question, quand elle fait son retour d'initiation, nous parle de moments vraiment très profonds, de genre, puis que sérieusement, c'est un traumatisme qu'elle avait vécu quand elle était plus jeune, que ça y avait réussi finalement à éclaircir plein de choses, puis d'aller de l'avant, puis d'accepter son passé, puis d'aller de l'avant, tu sais. Je me rappellerai tout le temps, c'est mon frère Sylvain, il dit, ben là, j'ai jamais réalisé que j'aurais pu faire penser à cette personne-là, mais ça va jusqu'à là, tu sais. La symbolique peut aller même éveiller certaines mémoires du passé pour te faire comprendre que tu as évolué, puis qu'en fait, tu dois accepter ton passé, puis d'aller de l'avant, tu sais. Donc, ça va jusqu'à ce point-là, je te dirais, là, de la symbolique puis de la beauté de ça. Puis un autre aspect aussi, je vais donner une autre anecdote qui s'est passée récemment, mais il y a des loges qui sont potentiellement intéressées de peut-être venir rejoindre la Grande Loge Génie du Canada, sans les nommer. Puis un des aspects qu'on demandait, c'est qu'on voulait parler du symbole du grand architecte de l'univers, tu sais. Puis de l'importance du grand architecte de l'univers. Puis nous, ça a toujours été simple. Sylvain en parle toujours dans les conférences. Et pour nous autres, le fait de croire au grand architecte de l'univers, c'est un symbole. Donc, le grand architecte, pour toi, ça pourrait être... si pour toi, c'est une clé USB, ben c'est une clé USB, tu sais. Si c'est Dieu, peu importe. C'est un symbole, c'est de croire quelque chose de supérieur à toi, tu sais. Puis c'est tout. Puis pour eux, ben le fait d'avoir le livre saint dans
dans la loge, c'est un problème. Ils veulent avoir une constitution à la place ou un livre blanc. Puis il me demandait, tu sais, toi, comment tu vois ce symbole-là? Puis je dis, si vous n'êtes pas heureux avec cette définition-là, puis vous voulez avoir un livre blanc, ben vous êtes souverain, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tu sais. Mais c'est ça la beauté de la maçonnerie, tu sais. Fait que justement, tu sais, chacun va avoir sa propre définition, chacun va avoir ses textes, ses visions de tout ça. Puis c'est ça qui fait la beauté de toute la maçonnerie en grand général. Il y a même des rites présentement qui existent qui n'ont pas de planche. Je sais que durant certaines conversations que j'avais sur des forums, je pense que c'est le forum du rite écossais ancien accepté sur Facebook. Justement, il y avait quelqu'un qui m'avait apporté sur le rite émulation. Tu sais. Le rite émulation, tout est appris par cœur. Tu sais. Donc, il n'y a pas de planche. Moi, je serais horrible dans un rite émulation. J'ai de la misère à me souvenir de qu'est-ce que je dois faire dans à peu près 10 minutes. Là, tu sais. Moi, me souvenir des textes par cœur, c'est épouvantable pour moi. Là, tu sais. Sylvain, il sera probablement mieux là, que moi pour faire ça. Tu sais. Mais eux, ils ne font pas de planche. Eux, ils vont faire des allocutions en loge et tout ça, mais il n'y aura pas de documents écrits. Fait que c'est tout ça qui est une belle beauté là-dedans. Là, tu sais. Toi, Sylvain, t'avais-tu déjà expérimenté ou t'as déjà vu peut-être les loges émulation en œuvre ou non, hein, t'avais pas vu ça? Non, j'ai jamais été dans une loge émulation. Ouais. Il y a une question, peut-être Sylvain, tu pourras répondre à cette question-là dans le chat. T'as Olivier qui dit comment savoir si le grand architecte a de bonnes intentions? Mais, tu sais, on l'appelle le grand architecte parce qu'on ne veut pas se l'approprier, puisque si on lui donne un nom, c'est de se l'approprier. Donc, quel que soit le nom de votre Dieu, tant que c'est un Dieu, je dirais, collectif et pour le bien, ben, c'est le grand architecte. Si votre Dieu, c'est Lucifer, ben, votre place n'est pas chez nous. Puis, on remplacera pas la Bible ou le livre blanc par le grand grimoire de Satan. Ça, c'est hors de question. Parce que on prêche à devenir des meilleures personnes, à faire un monde meilleur. On viendra pas entrer des choses qui sont obscures dans nos loges, puis qui vont à l'encontre de notre vision puis de nos objectifs. Maintenant, répète la question pour le grand architecte. Là. Mais il dit comment savoir si le grand architecte a des bonnes intentions? Le grand architecte, là, pour commencer, il n'est peut-être pas à l'extérieur de nous, il est plus à l'intérieur de nous. Si on descend dans notre cœur et on regarde nos propres intentions à nous, bien, ça va nous refléter les intentions du grand architecte. Moi, je pense que le grand architecte, tout ce qu'il veut, c'est notre bien, puis qu'on soit heureux, puis qu'on puisse s'émanciper et contribuer à l'avancement et l'amélioration de l'humanité. Ouais. Puis ça revient encore une fois à voir, tu sais, peut-être pour Olivier, justement, ben c'est quoi sa définition pour lui du grand architecte? Est-ce que c'est justement, tu sais, ça peut être une pierre, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, faut définir en premier pour lui c'est quoi le grand architecte. Puis après ça, une fois que tu l'as identifié, là, tu peux aussi essayer d'identifier les intentions de ce grand architecte-là. Mais ça ne veut pas dire que son grand architecte, c'est le même que le mien. Allô, Claudia? Allô Claudia? Allô, mes frères, ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Bien. Est-ce que tu es arrivé à l'heure des milléniaux? Oui, Mais pour revenir au grand architecte, dans le fond, Ouais. peut-être aussi qu'ils ont. Je ne sais pas s'il y a une émission qui porte sur le sujet, mais tu sais, la définition est, moi, je dirais, même astronomiquement vague. Tu sais, c'est une épuration de grandeur, c'est quelque chose de plus grand que toi. Puis c'est difficile aussi de dire, parce que dans une loge, c'est adogmatique, c'est difficile de dire le grand architecte, c'est ça. Tu sais, Ouais. ça fait que c'est une question qui est tellement large, puis peut-être même ce serait peut-être une bonne question d'émission, j'imagine. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans le passé. Ouais, ben, je pense qu'on a déjà parlé de oui, on a parlé de la place de Dieu en franc-maçonnerie, tu sais. Puis il y a un aspect qui est important aussi à dire, c'est que dans les loges bleues, on va associer le grand architecte de l'univers, tu sais, à un symbole ou peu importe, mais il y a une affaire aussi qui est importante à comprendre, c'est que dans les hauts grades, il y a des choses aussi qui sont différentes. Il y a certains hauts grades qui sont beaucoup plus axés vers le christianisme. D'autres vont être plus adogmatiques, mais il y a quand même, tu sais, si je parle
du rite écossais rectifié, il faut être chrétien. T'sais. Fait que pour eux autres, le grand architecte, c'est Dieu. T'sais. C'est clair. S'il y a des gens qui sont musulmans qui veulent se joindre au rite écossais rectifié, ils vont leur dire non parce que c'est pas pour eux, c'est le Dieu chrétien, c'est pas le Dieu musulman. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va dépendre aussi du rite. Là, mais le rite écossais ancien accepté a la beauté de justement de donner une définition de ton cœur, de qu'est-ce qui est pour toi, ce symbole-là. Mais quand même, dans les hauts grades, tu vas voir qu'il y a quand même une ressemblance très particulière avec la chrétienté puis d'autres choses aussi. Là, mais ça fait partie des origines du rite. Parce que dans ce temps-là, quand ça a été créé dans les années 1800, pour eux autres, le grand architecte, c'était Dieu. C'est l'homme puis les obédiences qui ont décidé avec le temps de rendre ça un petit peu plus laïque, mais à la base, dans les origines, en tout cas, de ces rites-là, le grand architecte s'était associé avec Dieu. C'est tranquillement, ça a été enlevé aussi. Là, Est-ce que je me trompe en disant que dans le fond, il utilisait des livres comme la Bible ou l'Ancien Testament pour justement essayer de prendre les messages qu'il y a à l'intérieur de ça, puis d'essayer de faire comprendre la symbolique qui est passée à travers tout ça? Ça va dépendre du rite, je dirais. Peut-être que Claudia voudrait peut-être répondre un petit peu plus là-dessus, parce que ça fait quand même, on t'a pas entendu depuis le début de l'émission. Enfin, ouais, vas-y donc, Claudia, vu qu'on t'a pas vraiment entendu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hey, où la musique pour l'introduire? Je sais, là, mais c'est que là, la musique, d'habitude, Je m'attendais à ça, moi. Je sais, je suis désolé. Attends, on peut toujours essayer de faire quelque chose comme ça. Attends. Ah! Allô, Claudia! Comment allez-vous? Nous autres, on va super bien. On va super Ouais, je bien. Fait que pour toi, là, la question de Sean, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est une bonne question. J'ai pas une réponse historique exacte à donner par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'on peut voir à travers certains rites qu'effectivement, il y a une tendance à vouloir faire révéler certaines choses. Je sais pas si on peut dire tel qu'il était dans la Bible, parce qu'il y a quand même une partie qui remonte à l'Égypte antique, mais peut-être, oui, une espèce de tradition qui transcende peut-être les religions, si on veut, l'aspect biblique. Mais certainement, ça a été utilisé aussi dans certains rites. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que la franc-maçonnerie répond aux questions que la religion ne répond pas. Hein. Oui, il y a ça aussi, tu sais. Mais je pense que tout ça, à la fin, ça a fait un amalgame de choses qui a comme donné une nouvelle direction aux gens pour leur spiritualité, tu sais. Parce que justement, comme Sylvain disait, les religions donnaient une certaine direction ou donnaient tout simplement pas tout le chemin à faire, tandis que la maçonnerie, ben, dans son chemin, dans son curriculum, ben, donnait quand même un chemin beaucoup plus précis pour l'élévation spirituelle. Tu sais. Il faut dire une chose importante aussi, mon frère Franco. Ouais. La Bible que l'on connaît aujourd'hui a été écrite vers l'an 326 environ par Constantin. Ouais. Ce n'est que dans les 100 dernières années que la Bible a finalement été accessible au peuple, parce qu'avant ça, elle était écrite en latin et c'était seulement le haut clergé qui pouvait l'avoir ou l'interpréter. Avant ça, le monde civil ne pouvait pas lire la Bible. Tu étais passible de mort, d'arrestation ou d'être brûlé au bûcher si tu possédais une Bible chez toi. Là. Et ça, on parle de pas, il n'y a pas si longtemps, là, on parle d'à peine 150 ans de ça. Donc, ça fait pas très longtemps que l'humanité, depuis en fait l'avènement du siècle des Lumières, avec ce que la maçonnerie a apporté dans le monde, que là, on peut s'intéresser, puis à mieux comprendre aussi qu'est-ce qui est écrit entre les rituels et ce qui est écrit dans la Bible aussi. Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça que le taux d'analphabétisme il est à genre moins de 1% dans le monde, ben, dans le monde occidental, je dirais, peut-être pas dans certains autres pays. Puis, tu sais, même mon grand-père, je pense, m'avait déjà dit, il y avait une 3e année. Fait que, tu sais, la Bible était peut-être disponible, mais là, 100 ans, c'était pas tout le monde qui savait lire et écrire encore. Là. Fait que c'est juste récemment que les gens peuvent dire, selon moi, tu sais, qu'ils peuvent aller acheter ça puis d'essayer de l'interpréter par eux-mêmes. Oui. Tu as Olivier dans le chat, en fait, qui dit « Je ne suis pas baptisé, donc je suppose que je ne pourrai jamais être franc-maçon. » C'est pour ça qu'on a dit
Il y a certains rites qui vont demander que tu sois chrétien, en fait, que tu aies une croyance à la chrétienté. Tu as d'autres rites, par exemple, qui n'ont aucune importance. Tu sais, nous, au rite écossais ancien accepté, on accepte les gens athées, les gens qui ne sont pas baptisés, les excommuniés. Tu sais, je veux dire, tant que c'est des gens qui sont de bonnes mœurs puis de libres, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut juste pas... si vous joignez un rite qui a une tendance chrétienne, vous ne devez pas vous dire que faut vous accepter le fait que vous risquez d'entendre certains textes chrétiens ou un petit peu plus religieux. T'sais. Mais sinon, il y a toujours le rite français qui est très adogmatique, laïque, qui est beaucoup plus philosophique. Il y a des choix pour tout le monde, en fait. Là. C'est juste que vous devez aller. Faut juste vous guider dans la bonne direction pour que votre expérience maçonnique soit la meilleure possible. T'sais. C'est très similaire, Franco, à la comparaison que tu faisais avec les écoles de karaté. Tu sais, si tu vas dans une école de karaté, tu fais quelques années là, puis finalement tu pars, tu es déçu. Ça veut pas dire que tout le karaté dans le monde, c'est exactement la même chose que ce que tu as vécu dans cette école-là. Chaque loge est différente, chaque obédience, chaque rite. Donc, ce qui est malheureux, c'est que souvent les gens vivent une mauvaise expérience parce qu'ils se sont retrouvés dans une loge qui leur correspondait pas. Et là, après ça, ils disent, ben la franc-maçonnerie, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. C'est pas fait pour moi, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Heureusement, c'est la réalité. Ouais. Sinon, toi, Claudia, l'importance des planches, pour toi, est-ce que c'est important ou t'as pas... Parce que il me semble que t'es quelqu'un qui écrit pas beaucoup de planches aussi, hein? Je pense que non, c'est ça. J'en écris juste vraiment souvent. Mais... pas beaucoup. Pour moi, ça a une grande importance. Je pense que je vais commencer par raconter ma première planche. Oui? La première planche qu'on m'a demandé de faire, il y a certains auditeurs qui nous suivent depuis longtemps qui le savent, mais la première planche qu'on m'a demandé de faire, c'était sur mes impressions d'initiation. C'est assez simple. Tu as vécu l'initiation, tu dis qu'est-ce que tu en as pensé, puis qu'est-ce que tu as vécu. Tu sais, c'est quand même assez simple comme consigne, mais ça m'a pris 5 fois avant de la réussir. Parce que, avant de réussir à l'écrire, en fait, parce que j'ai comme une tendance académique qui faisait que j'écrivais, ça ressemblait plus à un travail universitaire, tel que tant que tel auteur a dit, tu sais, mais finalement, ça avait rien rapport avec mes impressions à moi. Puis là, je chiffonnais la planche, je la lançais, puis après ça, je recommençais. Puis, j'ai fait ça 5 fois avant de réussir. Puis là, mais ça m'a appris, par exemple, à être capable de parler de moi, être capable d'aller voir mon ressenti puis d'écrire les vraies choses. Fait que ça a été une très bonne première expérience. Ensuite, je pense que pour moi, la manière dont moi j'écris les planches, c'est que je vais avoir un sujet. Puis j'écris pas tout de suite sur mon sujet, puis je fais pas nécessairement des recherches dans le but de l'écrire. Je fais souvent des recherches dans le but de comprendre puis de pouvoir expérimenter. Fait que souvent, je vais travailler sur une planche pendant 3 mois, mais je vais seulement écrire la planche la veille de la tenue. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ou le matin même. Okay, ou le matin même. C'est ça, exactement. Mais c'est une autre technique. Mais pour vrai, je travaille sur... je travaille sur l'outil, sur le symbole, à voir qu'est-ce qui m'apporte, comment je peux le comprendre dans ma vie, mais autrement. C'est pas juste l'écrire, là, pas juste le comprendre mentalement, parce que ça, c'est mon premier réflexe. Donc je le fais de cette manière-là, puis ça me permet de faire un processus. Ça me permet en premier de faire une genre de thèse. Fait que je fais une hypothèse, qu'est-ce que ce symbole-là veut dire, comment je pourrais l'utiliser. Après ça, ça m'amène toujours à l'utiliser puis à former une antithèse. Parce qu'après ça, je me dis, ouais, je pensais que ça voulait dire ça, finalement, ça voulait dire d'autres choses, c'est peut-être le contraire. Puis après ça, ça m'amène à faire une synthèse. Fait qu'à prendre ma thèse, mon antithèse, les mettre ensemble, puis faire une synthèse, puis ensuite unifier ce qui était pas, donc réunir les deux côtés. Réunir la thèse et l'antithèse que j'ai fait pour voir comment ça peut être possible. Et puis après, j'écris ma planche. Donc ça me permet de vraiment aller voir des deux côtés parce que je me challenge moi-même en me disant, OK, mais si c'est pas ça, si c'est d'autres choses, si c'est le contraire, si j'ai rien compris, si je l'essaye à l'envers, puis après ça me donne quelque chose. L'autre chose aussi, c'est que je choisis toujours mes sujets sur les choses dont j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire ou que je comprends pas. Fait que je vais choisir le symbole qui me dit absolument rien, que je regarde dans le drame, puis je me dis, mais c'est quoi ça? Comme, qu'est-ce qu'elle fait là, ça? Je comprends pas. Pourquoi c'est là? Puis, ou je me pose une question, comment ça que ça s'est placé de même? Mais c'est ça que je vais aller chercher parce que c'est ça qui me manque pour comprendre l'ensemble de la symbolique vu que tout est relié ensemble.
Fait que pour moi, je trouve que c'est très pertinent vu que ça permet de mettre par écrit puis d'ancrer les ressentis puis de la compréhension qu'on a des choses puis amener notre réflexion plus loin aussi. Prendre le Ça temps fait vraiment... comprendre des choses. Pardon? Ça nous fait comprendre beaucoup de choses souvent. Ouais. Tu sais, moi, j'ai m'emmené, je ne sais pas si vous connaissez l'Empress Theater sur la rue, c'est sur Sherbrooke à Montréal, l'autre bord. Puis je passais souvent de ce côté-là. Puis à un moment donné, je t'avais envoyé, Franco, des photos. Puis c'était un bâtiment abandonné avec des grands symboles égyptiens. Puis je me disais, c'est-tu un ancien temple maçonnique qui a été abandonné? Puis je posais la question à tout le monde. Puis là, je me posais des questions, puis j'étais comme un peu dans la mystification. Je me disais, y a-t-il un mystère par rapport à ça? Je me dis, pour finalement me rendre compte, c'était juste un ancien théâtre. C'était vraiment un ancien théâtre qui avait été créé dans les années 30. Ça fait que des fois, en faisant des recherches, on est comme dans un genre de soupe qui est carrément différent de ce qui est la réalité. La recherche, la planche, ça nous amène, dans le fond, à trouver vraiment ce que c'est la vérité. Des fois, c'est plus subtil. Ouais. Dans mon cas, moi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de mystérieux par rapport à ça au fond de moi. Puis j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des grandes statues pharaoniques? Puis tout ça. J'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, un moment donné, j'ai écrit sur un groupe Facebook de l'histoire de Montréal. Puis il me dit, non, c'est un ancien théâtre. C'est tout. Ça avait été créé dans les années 30 parce que dans les années 30, c'était comme la folie furieuse égyptienne parce qu'ils faisaient plein de découvertes. Puis là, tout le monde était là-dessus. Là. Ça fait que, tu sais, des fois, c'est la preuve que, tu sais, des fois, on commence quelque chose, on est comme dans un ressenti qui est carrément à l'opposé de ce qui est la réalité. Là. Ouais. Tu sais, mon frère, je peux te raconter la même histoire. Il y a un édifice à Montréal sur la rue Notre-Dame qui est très particulière, qui a une tour au centre et qui a une architecture vraiment spéciale. Et pendant des années, moi, je pensais que c'était un lieu de culte satanique. Et un jour, finalement, j'étais avec un de mes collègues qui était un ancien policier, puis je lui ai dit, regarde la bâtisse, là, tu trouves pas que c'est lugubre un peu, ça doit être une place qui font des trucs sataniques. Et là, il s'est mis à rire, il dit non, c'est un ancien poste de pompier, puis il dit la tour au centre, c'est pour faire sécher les boyaux. C'était comme ça dans les années 1940. Alors, j'ai vraiment eu l'air... j'ai manqué une belle occasion de me fermer la gueule. Puis, finalement, après avoir fait quelques recherches sur le bâtiment, c'était effectivement ça. Mais d'allure et l'imaginaire, tout ça, le côté conspirationniste de l'époque a fait en sorte que j'ai cru que c'était un édifice associé à ça. Exact, mais tu sais, je suis tombé dans la mécanique un peu conspirationniste quand j'étais devant ce bâtiment-là, parce que tu sais, comme il y a tellement de gens qui disent tellement de choses sur la maçonnerie, puis tu sais, j'étais un peu là-dedans, qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis tout ça. En réalité, tu fais tes recherches comme quand tu rentres en maçonnerie, puis tout ça, puis tu te rends compte, puis non, c'est pas pantoute ce qu'ils disent à la TV, là, c'est vraiment pas ça. Là. Ouais. Fait que tu sais, on dirait que la vie a décidé de me mettre à l'épreuve justement par rapport à ça, à m'amener à ça, pour justement montrer peut-être c'est comment qu'ils se ressemblent des fois, les conspirationnistes, c'est juste peut-être qu'eux autres font pas très bien leurs recherches, ou tu sais, ils veulent voir ce qu'ils veulent voir. T'sais, moi, je voyais quelque chose de comme toi, tu voyais quelque chose de lugubre, de méchant, de moi et tout. Je voyais ça, c'était quand en réalité, toi, c'était juste un poste de pompier, moi, c'était juste un théâtre. C'est tout. Mais ça revient encore. Ça revient encore à l'aspect de la vision de la chose. Donc, moi, je vais voir le symbole d'une manière, toi, tu vas le voir d'une autre manière aussi. Puis, entre nous deux, on a une vérité qui est là, puis que, justement, on peut la contacter après, puis ça va changer notre perspective. Là, fait que c'est ça la beauté de tout ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi que, des fois, les gens qui vont construire certains édifices ou choses vont ajouter aussi de leur aspect symbolique maçonnique dedans pour justement ceux qui savent vont reconnaître certains symboles. Juste les banques ou les parlements, tout ça, les colonnes, comment elles sont placées, mais puis certaines colonnes qui sont là, ça rapporte avec certains aspects de la maçonnerie aussi. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qu'un initié va être capable de voir. Dans certaines chapelles aussi d'églises, tu vas voir certains symboles maçonniques qui vont déjà être là. Il y en a certains. Il ne faut surtout pas dire qu'au Parlement britannique, il y a 2 loges maçonniques dedans. Bon, tu vois, fait que c'est ça. T'sais. Fait que tout ça pour dire qu'il y a de la symbolique un peu partout aussi. Il faut juste savoir comment l'interpréter puis comment le voir aussi.
j'aimerais ça peut-être voir aussi avec Claudia, parce que là, on est en train de dépasser un petit peu l'air aussi, certainement. Mais pour expliquer, peut-être pour les apprentis, les compagnons, bon, tu as parlé de ta thèse, ton antithèse, puis là, tu fais une synthèse, fait que ça fait beaucoup de thèses dans une phrase, tu sais. Mais pour l'apprenti, OK? Ce serait quoi une structure appropriée? Il y a plein de structures, mais selon toi, quelle serait une bonne structure pour fabriquer une planche? Pour quelqu'un disons, qui n'a jamais vraiment fait de planche. Ben, je vais probablement te décevoir, Franco. Ouais. Mais pour moi, en fait, les planches, là, à part peut-être la page titre qui est relativement pareille dans tous les cas, tant qu'elle commence comme ça avec les salutations d'usage, le texte et la termine de la manière qu'on connaît, conventionnelle, pour moi, c'est une bonne planche. Parce qu'en fait, la planche, il n'y a pas une structure spécifique, là. C'est chaque personne qui explore les choses de la manière qu'elle veut les explorer. On est des gens qui cherchent. Puis en cherchant, on peut chercher de plein de façons, puis on va tous chercher différemment. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas une sorte de planche qui est mieux qu'une autre. Moi, je pense pas que c'est le cas. Je sais que dans certains rites, ils vont être un peu plus structurés dans la façon dont ils vont faire leur planche. Ouais. Ils vont parler plus de l'aspect historique, un peu, tu sais, ça ressemble plus un peu aux fameux travaux académiques dont je parlais tantôt. Ça ressemble plus à ça, mais par expérience, la planche, elle peut prendre plein de directions. Elle peut prendre la forme d'une question à laquelle on essaie de répondre, elle peut prendre la forme d'un ressenti qu'on a eu, elle peut prendre la forme d'une expérimentation qu'on a fait ou juste d'une exploration d'un symbole en particulier. Ouais. Tout est bon. Mais c'est pas là-dessus que je voulais t'amener, mais tu apportais quand même un excellent point, là, tu sais. Fait que tu m'as pas déçu vraiment, peut-être un petit peu, mais pas vraiment. Non, c'est une planche, je veux dire, à part l'expérience, comme tu dis, c'est qui peut aller à gauche puis à droite, c'est quoi que ça contient? C'est quoi qu'il y a là-dedans, en fait? Ta question est mystérieuse. Je suis pas Ouais. sûre de la comprendre. Peux-tu y répondre, moi? Vas-y donc, Sean. Vas-y. Tes tripes. Tes tripes, OK? Tes tripes toi-même. Tu sais, n'importe quel symbole, tu sais, comme on disait tantôt, tu regardes quelque chose, puis pour une personne, ça, tu sais, je regardais le fameux Temple and Press, pour moi, c'était quelque chose de dark. Quelqu'un d'autre va le regarder, c'est juste un bâtiment abandonné. L'autre va le regarder, ben, c'est donc bien un beau bâtiment. Fait que c'est vraiment, tu sais, le fond de toi-même. Tu sais, c'est vraiment ce que tu as à l'intérieur. Tu sais, il y a comme elle disait Claudia, il n'y a pas de structure qui est bonne ou mauvaise. Tant que tu essaies d'imprégner ta planche par toi-même, puis en l'écrivant, ben, tu veux t'améliorer ou quoi que ce soit, ou tu vas essayer de comprendre toi-même qui t'es, tu immortalises ça un peu en écrivant. Donc, ce qui est au fond de toi, tu viens immortaliser, tu l'écris, puis c'est tes tripes qui sont dessus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je pourrais te répondre, Franco. J'utilise souvent la technique des 5 W là, que les journalistes utilisent, when, why, where, où, quand, comment, pourquoi. Donc, quand je vais rédiger une planche, je vais toujours mettre la mise en contexte, le pourquoi, le comment, où et tout ça. Ouais. Puis je vais partager mon expérience puis mettre mes tripes dans ça. Donc, avec beaucoup d'humilité, je vais révéler c'est quoi les réflexions que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai découvert, comment pour moi, qu'est-ce que j'ai ressenti. C'est comme ça que je vais structurer ma planche. Merci Sylvain, c'est un peu là-dessus que je voulais aller. Parce que moi, de mon côté, j'ai pas. Tu sais, je vais dire ça, puis vous allez probablement rire, tu sais, mais j'ai peut-être écrit, parce que tantôt, j'ai recalculé un peu dans mes répertoires là, combien de planches à peu près j'ai écrit, puis Sylvain, il a parlé d'une cinquantaine, puis je suis pas loin de là aussi. Là, tu sais, j'ai peut-être une 55, 60, là, peut-être comme ça. Ouais, ce qui nous différencie, Franco, c'est le nombre d'heures que ça a pris pour les écrire. C'est là-dessus que je voulais venir, parce que pour vous autres, autant que vous avez la plume facile, que vous êtes capable à dernière minute d'écrire une planche, moi, ça me prend... Moi, écrire peut-être 2 pages, ça peut peut-être me prendre 2 semaines pour écrire ça parce que je suis tellement distrait, tu sais, à gauche puis à droite, je vais commencer à écrire, puis là, tout d'un coup, il y a une mouche qui passe, puis je vais comme, Je vais regarder à gauche puis à droite, je vais vraiment être super distrait tout le temps, fait que je vais toujours perdre mes idées, tu sais. Ou des fois, j'ai trop d'idées, puis là, je suis comme, ok, il faut que j'écris, puis là, à un moment donné, je commence à écrire, mais j'ai déjà oublié les 8 autres idées qui étaient là, qui étaient bons pour moi, tu sais. Fait que pour moi... C'est bon, parfait, c'est fantastique. Tu vois, jusqu'à la fin des degrés, tu vas avoir les mêmes problèmes que j'ai. Fait que finalement, ben, moi, quand je veux structurer ma planche, moi, mon truc que j'utilise, c'est un peu le truc, c'est Sylvain, en fait, qui me l'a expliqué, parce qu'à un moment donné, j'avais appelé Sylvain, puis je capotais, puis Sylvain, il dit, Franco,
Il dit écris tes idées en premier, genre des one-liners, puis commence à développer sur chacune de ces idées-là. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que moi, le truc, s'il y a des frères et sœurs qui ont ces problèmes-là, moi, le truc que je fais, en fait, c'est ça, c'est que j'arrive avec une idée de sujet. Moi, je ne fais pas de thèse ou antithèse pour faire des synthèses, puis puis une thèse par-ci, par-là. Je ne suis pas capable de faire ça. Moi, déjà là, disant ces mots-là, je suis déjà perdu, tu sais. Mais pour moi, je vais écrire des idées. Donc, je vais écrire une phrase sur une idée. Après ça, je vais continuer, puis je vais me faire un plan avec plusieurs points, puis je vais commencer à construire là-dessus. Puis à un moment donné, ben, si je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure, je vais enlever les blocs, ou sinon, ben, je vais rajouter des blocs que peut-être j'avais déjà écrits dans le passé, mais je n'ai jamais utilisé. Puis c'est approprié pour cette planche-là, puis je vais reconstruire ma planche comme ça. C'est comme ça que ça m'a permis de vraiment produire depuis les dernières années. Puis c'est grâce à Sylvain, parce que moi, je me rappellerai toujours, il y a une couple d'années de ça, j'ai dit Sylvain, j'ai le syndrome de la page blanche. Toujours syndrome de la page blanche. Parce que des fois, il y a aussi, avec le temps, puis je ne sais pas si ça va arriver aux frères et sœurs ou les futurs profanes qui vont donner maçon, mais un syndrome de la page blanche, parce que des fois, on veut pas répéter ce qui a été dit, tu sais. À chaque fois parce qu'on veut être intéressant dans ce qu'on dit. T'sais. Fait que le fait de préécrire les affaires puis de dire OK, je vais développer là-dessus puis mettre l'aspect personnel là-dedans, ben ça donne une planche absolument unique puis sensationnelle. Fait que c'est un peu comme ça que moi je vis mes planches puis que j'essaie le plus de les partager. Mais ces temps-ci, j'ai aussi expérimenté la manière à la Claudia. Ça veut dire que j'ai eu des planches que j'ai produites. Là. Dernièrement, il fallait que je fasse... J'avais produit 2 documents, puis un, j'avais présenté au Grand Orient de Suisse. Puis cette planche-là, littéralement, j'ai terminé de l'écrire, je crois, 30 minutes avant que je la présente en loge. Tu imagines? T'sais? Parce qu'il y avait toujours des nouvelles affaires qui se rajoutaient. T'sais? Puis j'ai réussi à faire ça vraiment jusqu'à 30 minutes avant. Puis là, l'avantage, c'était avec Zoom. Fait que ça veut dire que j'avais pas besoin d'être sur place, me mettre mon suit ou quoi que ce soit. J'étais quand même bien habillé, mais je veux dire, j'étais devant mon ordinateur à la maison, confortable. Fait que je pouvais quand même finir jusqu'à la dernière minute ma planche, t'sais? Sans l'imprimer puis la signer et tout ça. T'sais? Donc, c'était un peu comme ça, je voyais aussi la production de planches de mon bar. Puis c'est un peu la question que j'avais là. L'avantage aussi, si les frères n'ont pas aimé ça, ça fait loin un peu pour lancer des tomates. C'est ça. T'sais. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de bannir sur Zoom, c'est tout. Fait que c'est juste ça. Ouais. Vous avez parlé du Watar depuis le début de l'émission? Non, on n'a pas parlé du Watar. Non? OK. Parce que quand j'avais été au Watar, j'avais trouvé ça fantastique, une chose qu'ils faisaient. Je l'avais comme rebaptisé un peu les planches spontanées, mais ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils trouvaient un sujet, puis tout le monde allait faire c'était comme une planche spontanée. Là, tout le monde se levait, parlait, faisait une planche, puis j'avais trouvé ça vraiment le fun. Puis après ça, on avait commencé à en faire en tenue d'instruction, puis maintenant, c'est devenu aussi une pratique courante qu'on fait. Et, on en a parlé de ça, en fait. Oh. C'est quoi le Watatata? Non, le Watar, c'est l'ordre initiatique international. Attends, là, je vais le scraper. Initiatique. De l'art royal. C'est ça. C'est ça. C'est un ordre, là. C'est pas une émission de télévision au Québec dans les années 90. Là. OK. Le rite opératif de Salomon, dans le fond, c'est un peu comme leur fédération pour le rite opératif de Salomon. C'est ça. OK. Donc c'est ça là-dessus, mes chers frères et sœurs. On a littéralement dépassé l'heure. On va y aller rapidement, en fait, on va y aller avec le mot de la fin. On va commencer par notre belle Claudia, pour ton mot de la fin. Mais là, vu que c'est la fin, c'est à l'envers. C'est ça. Mais mon mot de la fin... C'est fantastique de pouvoir participer avec vous. J'ai été en retard, mais je vous ai quand même suivi une bonne partie. Donc, je suis très contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez mentionné aussi, mais il y a un livre qui s'appelle « Les planches, comment les réussir ». Ouais. Donc, pour ceux qui sont nos frères et sœurs qui veulent aller jeter un coup d'œil, il y a ce livre-là qui est disponible. Je ne me souviens pas des éditions, mais il est blanc et rouge. Je pense que les éditions d'Hervy, si je me souviens bien. Oui, je pense que tu as raison. Ouais. Absolument. Donc, ça peut être une bonne ressource pour les planches aussi. Oui, et puis tu as aussi les planches d'apprentis, les planches de compagnons puis les planches de maître. C'est 3 livres différents de Christian Guig, qui est extrêmement intéressant aussi, que vous pouvez voir sur Internet. Je pense que c'est disponible sur Amazon.fr ou .ca si vous voulez avoir des livres comme ça. Mais qui explique vraiment beaucoup sur tous les sujets. Donc... vous pourrez voir ça aussi. Merci Claudia. Puis, merci
d'avoir été présent, c'est le fun. Ben oui. Puis on se fera une autre émission. Il faut qu'on se fasse une émission plus rapidement, par exemple, là, parce que ça fait quand même, comme je disais au début de l'émission, ça fait quand même un mois et demi qu'on n'a pas produit l'émission. Trop longtemps. C'est ça, il faut qu'on fasse du rattrapage, on n'a pas le choix. Je pense que le sujet de notre prochaine émission, là, ça devrait être sur la rhétorique maçonnique en loge. Tu sais, le Sérénissime Grand Maître, Grand Inspecteur Généraux, Souverain Grand Commandeur, Vénérable Maître, mes frères et sœurs, vos grades et qualités. De pouvoir peut-être élaborer un petit peu sur la provenance de ça, puis pourquoi qu'on utilise ces rhétoriques-là en loge. Oui, absolument, on pourrait faire ça. Mais déjà là, Sylvain, dans cette rhétorique-là, tu as déjà associé les hauts grades et les loges bleues, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Fait que oui, on faudrait pas... Le but, c'était juste de mêler les cartes, voyons. Ah, ça fonctionnait. Merci, mon frère. Non, mais écoute, vas-y avec ton mot de la fin. Ah bien, je dirais seulement que si vous manquez d'inspiration, mes chers frères et sœurs, pour votre planche, sachez qu'à la maison, nous avons tous un cabinet de réflexion. Ouais. Et qu'à cet endroit, lorsque nous sommes seuls, sous la pénombre et devant un rouleau de parchemin qui va nous servir bientôt à satisfaire un besoin essentiel, eh bien, vous pouvez quand même trouver un bon moment pour réfléchir sur votre sujet de prochaine planche. Oh là 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 là. Ben oui, mon frère, effectivement. Donc, bonne, je sais pas comment le dire, bonne chiasse, hein. Finalement, ça l'aide à bien plancher. Ah là là. Ben merci mon frère. Merci encore une fois d'être là aussi. Puis très hâte de te revoir prochainement, probablement dans une loge près de chez nous. Donc, mon frère Sean, membre Patreon, grand patron de l'univers. Écoute, ton mot de la fin. Ben, au dire grand bureau, là. Oui, mais c'est au dire grand architecte, on dit grand patron de l'univers, vu que tu es un membre Patreon. Non, mais écoute, je suis très, très content d'avoir participé à l'émission. C'était ma deuxième fois, je crois. La première fois, je faisais une dinde en même temps, mais là, j'étais plus concentré. Elle était très bonne, mais écoute, j'ai adoré la formule. Et écoute, si un moment donné, il y a d'autres sujets d'apprentis ou peut-être prochainement de compagnons, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit mon grade, j'aurais pas dû. Mais écoute, je serais très intéressé. J'ai un micro. La prochaine émission, je vais peut-être m'acheter des oreillettes ou quelque chose. Fait que... Écoute, si à un moment donné, je fais du barbecue dans mon fumoir, il y a peut-être un sujet qui va me popper, puis je t'en laisserai savoir. Ben oui. Écoute, les sujets sont toujours bienvenus. Puis d'ailleurs, même pour tous les auditeurs, là, si vous avez des idées du sujet ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un message sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, ou sinon par courriel, info@sous-le-bandeau.ca. Puis ça nous fait plaisir d'ajouter ces sujets-là à nos émissions. On est toujours ouvert pour plein de sujets. Claudia me l'a déjà dit, on va faire au minimum un autre 50-60 émissions, donc on n'a pas encore fini. Il y a des sujets un peu partout en maçonnerie, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des choses spécifiques que vous voulez qu'on approfondisse, ça va nous faire plaisir de faire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions maçonniques qui existent présentement, quand même dans la sphère maçonnique, mais il y en a quand même très peu qui parlent de la symbolique, puis sans trop révéler, mais de sujets vraiment plus spécifiques là, à la maçonnerie. C'est quand même très peu dans les émissions de radio. Donc, nous, ça nous fait plaisir de parler de ce genre de choses-là. N'hésitez surtout pas, puis on va vous accueillir en ondes, si vous voulez, via Zoom, puis on pourra jaser tout ensemble. Donc, n'hésitez pas. Les Masonic Roundtable sont rendus à 330, je pense. Écoute, c'est épouvantable. Puis même eux autres, en fait, ils recommencent même certains sujets qu'ils avaient approfondis lors peut-être de 200 émissions avant aussi. Là, donc, ça peut être aussi des choses comme ça qu'on peut revenir sur le sujet parce que nous autres aussi, on évolue là-dedans. Donc, on peut avoir une perspective totalement différente aussi. Donc, oui, absolument, on peut faire ça aussi. Vite, pour mon mot de la fin, mais juste avant le mot de la fin, Olivier avait demandé, il dit, en plus dans ses questions, il parlait de Dieu et tout ça, puis il nous a demandé, est-ce qu'on doit être bon en français pour rédiger des planches? Moi, je suis absolument pourri en français, puis j'ai rédigé un petit peu plus, pas loin de 60 planches. Donc, tant que l'important, c'est pas le français. Pour moi, ça, c'est une question d'ego ou quoi que ce soit. L'important, c'est que, comme on disait, tu mets tu parles de ton expérience. En bon québécois, tu peux mettre tes tripes sur la table, mais c'est de parler de ton expérience, de la symbolisme. C'est ça qui est le plus important. Le fait que ça soit écrit en français, en suédois ou peu importe, moi, tant que je sois capable de comprendre puis que je contacte une vérité, une certaine chose pour moi, c'est ça qui est le plus important. Tu sais, je veux dire, que tu aies de la misère. Écoute, juste pour donner un exemple, nous, dans notre loge, on a des frères qui sont anglophones, qui viennent dans une loge francophone.
produisent des planches en français. Enfin, ils l'écrivent en anglais, vont sur Google Traduction, OK? La traduisent en français, la lisent, et quand ils ne comprennent pas, quand ils essaient d'exprimer et qu'ils ont de la misère à l'exprimer, mais il y a quelqu'un qui va le traduire en anglais pour qu'eux soient capables de bien l'exprimer. Donc, pour moi, ça n'a aucune importance. Moi, pour répondre à Olivier, il ne faut pas s'en faire. Franco fait plus de fautes en parlant qu'en écrivant. Ah non, je fais juste des fautes points. C'est juste ça. Je fais des fautes points. C'est pire que ça. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucun problème avec la qualité du français ou quoi que ce soit. Puis j'espère que vous n'avez pas de problème de qualité de français avec le français qu'on parle, parce que je sais que certains Français ont de la misère même à me comprendre tellement que je peux soit parler vite ou j'ai mon accent. C'est ça, ou mon accent québécois. Fait que c'est déjà ça. Donc là-dessus, un grand merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui nous écoute présentement sur notre page Facebook. Merci à tout le monde qui nous écoute aussi sur notre page YouTube. Donc youtube.com/sous le bandeau. Notre page internet sous le bandeau.ca. D'ailleurs, on a toujours notre boutique. Si vous voulez acheter des items, les items sous le bandeau sont disponibles. Même maintenant, il y a des sacs à dos sous le bandeau qui sont rendus disponibles aussi. Si vous voulez avoir votre propre sac à dos, probablement je vais m'en commander un pour moi aussi. Je ne l'ai pas vu encore, mais il est disponible, il est apparu là. Sur le bandeau.ca, vous avez un onglet pour la boutique. Merci à nos radiodiffuseurs, donc radiodelta.fr, nos grands amis qui sont toujours avec nous depuis maintenant plus de 3 ans. Balado Québec, RZO Web, iTunes, Spotify, Google Play, tous les radiodiffuseurs, un grand merci d'avoir été parmi nous. Si vous voulez donner membre Patreon, c'est patreon.com/sous le bandeau. On a 3 forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à 7$. Ces sous-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On paye pour les serveurs audio, les serveurs web, tout l'équipement que vous voyez ici, le studio sous le bandeau, ça aide à payer les frais. Donc, on n'est pas millionnaire avec ça, on doit le dire, là, mais ça paye quand même un minimum, ce qui nous permet de vous donner un son et une image de qualité à tous les mois. Donc, pour les Patreons, on va remercier nos membres Patreon. Notre forfait à 3$, en fait, les pierres brutes. Donc, on a l'émission Le Fat Pack et Gloria. Donc, un grand merci. Le forfait à 5$, les auditeurs flamboyants. On a Vincent, Thomas, Michael, qui est un nouveau membre Patreon, Cindy et Carl-Henri. D'ailleurs, Michael, si tu peux m'envoyer ton adresse courriel, ton adresse postale en privé, je pourrais t'envoyer notre fameuse pin de l'émission Sous le bandeau. Il m'en reste encore, donc juste m'envoyer tes informations et je peux t'envoyer ça aussi. Si, Sean, t'as pas eu ta pin, oui, tu l'as? J'ai pas eu de pin. T'as pas eu de pin? Non, Oh, mon j'ai pas eu de Dieu, pin. Je viens de commander une casquette en plus. Ah, en plus, non, mais la pin n'est pas sur le site de l'émission Sous le bandeau. Ça, c'est juste exclusif pour les membres Patreon. J'en ai une, OK? Fait que faut juste me penser la prochaine fois qu'on se voit, quelque part dans un lieu de culte, que je pourrais te donner ta pin aussi. Et après ça, le forfait à 7$, les maîtres podcasters, les maîtres du monde. Je le dis tout le temps, quand que vous devenez un membre à 7$, vous avez le contrôle total de l'Internet. Ça, je vous le dis, là, c'est fait pour vous. C'est ça, les maîtres podcasters. Donc, on a Thibaut, on a Sylvain, qui est aussi un nouveau membre Patreon. On a Sean, notre maître podcaster, qui est ici. On a Ronan, on a Raymond, on a Pierre, on a Michel, on a Laurent, on a Dominique, on a Eric, on a Cédric et on a aussi Cap Jazz qui, je crois, la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, a accouché de son bébé. Donc, on voudrait dire un beau félicitations, un beau bébé. Puis, j'espère que toute la famille se porte super bien. On est très heureux pour toi, que tout s'est bien passé. Donc, on va t'embrasser puis on va te donner tout le support que tu as besoin pour ta nouvelle famille et tout ça. Donc, là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis... au mois prochain ou dans une autre émission sous peu. On va se dépêcher, mais à la prochaine. Bye bye. Au revoir.